Merci beaucoup, Annie. Donc, les questions. Liliane. Vous parliez de modération. Tu peux peut-être te présenter? Oui, s'il te plaît. Liliane Poulet, ingénieure de formation à la direction régionale de l'AFPA. La modération, est-ce qu'on peut parler aussi de médiation entre le formateur est quand même médiateur entre le contenu, les outils, l'apprenant. Oui, alors je dirais que par rapport aux trois grands rôles que je vous ai déclinés, donc un rôle de coordination, un rôle de modération et un rôle d'animation, il est médiateur sur ces trois rôles-là. Il est presque, moi je préfère le mot facilitateur. Hein, il est facilitateur au travers de ces trois activités-là, effectivement. Merci. Avec la difficulté de la distance. Enfin, la distance, pardon. De créer de la présence. Et l'utilisation des technologies de l'information. Comme ça va être facile. Mais j'avais une question à peu près sur le même sujet, c'est-à-dire sur la forme de présence pédagogique, qui évidemment intéresse beaucoup ou interroge beaucoup la place et le rôle des futurs formateurs dans cette notion de présence à distance. Vous en décrivez trois, donc la coordination, l'animation et le côté modérateur, la modération. Sur quoi, j'allais dire, presque sur un plan de recherche, vous appuyez-vous? Est-ce qu'il y a un corpus? Est-ce que vous avez pu étudier le type d'interaction? Est-ce qu'il y a des choses assez fines qu'on pourrait dire aux formateurs, voilà des exemples ou voilà des choses qui sont mises en place, etc. Alors, c'est une très longue histoire. Alors là, je vais parler à titre personnel. Désolé. Parce que, non. On est très très peu de chercheurs en France à travailler sur la présence à distance. J'en connais pas beaucoup d'autres, sauf ceux d'Infocom qui travaillent sur la téléprésence et les réalités virtuelles. C'est une longue histoire. C'est ma question de départ, théorique et pratique aussi. Alors d'abord, en tant que question théorique, j'avais travaillé sur sous l'ouverture, je l'avais sur le D de distance. Et en fait, c'est arrivé comme ça de travailler sur la présence. Et il existe aux États-Unis un modèle américain qui s'appelle modèle de la communauté, je dis en français, le modèle de la communauté de recherche, Community of Inquiry, modèle. Parce que Community of Inquiry, ça se traduit pas en français. J'ai mis presque 6 mois à comprendre ce que ça voulait dire. En fait, Community of Inquiry, c'est une communauté d'apprentissage basée sur la pratique d'enquête. Voilà. Bon. Et ils ont commencé à mettre en exergue cette notion de présence. Et en étudiant ce modèle, je me suis aperçue, à partir d'une analyse critique assez approfondie, où il a fallu que je revisite Dewey, et puis dans la philosophie de Dewey, et puis les travaux de ces auteurs-là, qui s'appellent Garrison et Anderson, je me suis aperçue, et ça a été validé par des collègues canadiens, mon travail, c'est que leur modèle possédait peu de fondements épistémologiques. Donc en fait, c'est difficile de saisir une notion, un concept qui peut avoir des résonances importantes dans nos champs de l'ingénierie, sans qu'il y ait une construction des sous-bassements épistémologiques, des sous-bassements théoriques suffisamment solides pour pouvoir justifier l'utilisation tant en recherche que dans les applications pratiques de cette recherche du mot de présence, de cette notion de présence. Donc, j'ai commencé un travail d'analyse critique de ce modèle-là, j'ai fait des préconisations d'amélioration théorique, et puis à un moment donné, j'ai pris un autre chemin, et puis j'ai décidé que nous avions suffisamment de théories en Europe, notamment liées au socio-constructivisme, plus particulièrement à la psychologie sociale du développement cognitif, ça devient compliqué. J'ai décidé de construire ce modèle-là, le modèle de la présence en e-learning, qui va être publié aux États-Unis d'ici peu de temps. Donc, c'est que ça va. Donc il y a des fondements théoriques. Et puis pour répondre à votre question sur les observations, donc là, j'ai construit une grille d'indicateurs pour ces 3 niveaux de présence. Donc en tout, il y a 40 indicateurs. Et puis je suis en train de mener une recherche empirique pour le CNAM des Pays de la Loire pour identifier justement, tester cette grille d'indicateurs et voir comment si ce modèle, tester au niveau empirique ce modèle,
pour le moment, il ne s'agit que d'un modèle théorique. Et puis, voir si ces 3 formes de présence se manifestent dans la réalité telle que je les ai décryptées, et puis si les indicateurs sont pertinents. Voilà. Et puis autre chose aussi, alors là c'est beaucoup plus intuitif, c'était en travaillant avec mes collègues qui créent une distance souvent sociale et interpersonnelle très forte avec leurs étudiants en physique. Lorsqu'ils se trouvaient dans une situation où ils avaient un travail de facilitateur à distance, de formateur à distance, eh bien, créaient beaucoup de convivialité, étaient très, très, très intéressés de ce que leurs étudiants allaient faire à Noël, s'ils se plaisaient en Colombie, comment ça se passait pour eux, au point que les étudiants disaient, mais ils sont transformés, nos enseignants, là, qu'est-ce qui leur arrive? Et donc, je les ai interviewés, j'ai mené une étude auprès d'eux, et effectivement, ils m'ont dit, je me sens proche de mes étudiants malgré les kilomètres. Et donc, et inversement, les étudiants aussi. Et puis en observant aussi des groupes d'apprenants, des groupes d'étudiants travaillant dans des espaces collaboratifs, bien que distants géographiquement, eh bien, me suis aperçue effectivement que cette notion de proximité ou de présence à distance, elle avait un sens vécu, hein, et que ça valait la peine de l'investir au niveau théorique et au niveau des recherches empiriques. Voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué, c'était ce détour-là. Autre question, Hélène. Oui. Vous semblez opposer la notion de distance à celle de présence. Nous, ce qu'on constate lorsqu'on essaie de mettre en place des dispositifs de formation à distance, c'est plutôt une forme d'absence de la part des apprenants. Là, je me place de ce point de vue-là, de l'apprenant, c'est-à-dire la difficulté qu'ils ont à investir les possibilités qui leur sont données par rapport, par exemple, le chat, le forum, tous ces outils-là, finalement, ils les utilisent extrêmement peu. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait des moyens de remédier à ces situations, parce que les formateurs se trouvent en difficulté par rapport à ça. Alors, là... je pourrais trouver 2 hypothèses de réponse, hein, qui sont le résultat de recherches empiriques, pas que des miennes, aussi des collègues. Le premier point, c'est que ce que nous avons observé auprès des étudiants, mais je pense que pour des adultes au sens que nous a décrit Loïc, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a une institutionnalisation dans l'usage. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on vous a mis à disposition dans la plateforme un forum et un chat. Moi, ce que j'ai observé dans mes recherches, c'est qu'il y a des stratégies de détournement. C'est-à-dire que les personnes n'utilisent pas forcément les outils qui sont mis à leur disposition, mais vont chercher d'autres outils à la marge du dispositif, vont l'utiliser le minimum, je dirais par exemple un forum, ils vont utiliser le forum parce que s'il y a une présence du formateur, c'est une donnée très importante qui va alimenter le forum. Et puis, parallèlement, ils vont développer des stratégies d'utilisation d'autres outils. Moi, ce que j'ai pu observer dans mes recherches empiriques, c'est qu'ils utilisent beaucoup de Skype. Hein, ils utilisent Skype où ils se créent des forums, où ils utilisent des classes virtuelles qui ne sont pas forcément prédéterminées ou, je dirais, j'aime pas ce mot-là, mais... comme fonctionnalité de communication et de collaboration, mais vont s'en créer. Ils utilisent des outils à la marge du dispositif. Ce qui peut donner l'impression, alors je l'ai vu chez des étudiants, mais je l'ai vu aussi dans des personnes qui étaient des adultes, pas forcément acculturés aux technologies de l'information, hormis dans un usage personnel, et qui se mettaient dans ces logiques d'utilisation des outils par détournement. Voilà. Mais bon, en même temps, le formateur a un rôle fondamental, au même titre qu'en formation à distance, les problématiques pédagogiques de la formation en physique sont exactement les mêmes. Il n'y a pas à fantasmer, il n'y a pas, vous transposez en tant que formateur toutes les difficultés d'animation pédagogique. Animer un groupe, animer un forum, eh bien, si le formateur n'est pas là pour impulser la dynamique, pour donner un cadre de travail, des repères temporels, eh bien, pourquoi à distance ce serait si différent? Hein, c'est une évidence, mais je trouve qu'il faut démystifier les technologies, les mettre en retrait pour redonner la juste valeur à la pédagogie, tous en se disant que ce que nous vivons avec nos étudiants, avec nos stagiaires, au quotidien, dans la relation pédagogique ou dans la relation d'accompagnement, c'est exactement les mêmes aspects qui reviennent lorsqu'il y a un éclatement
géographique. Nathalie. J'avais l'impression, dans ce que tu disais sur l'ensemble de ta présentation et là, dans tes derniers mots, qu'en fait, la question de la complexité qui était soulevée par Loïc et par la nécessité finalement de croiser les différents niveaux et d'avoir une attention particulière en fait à une activité d'analyse et de compréhension de qui sont les autres, quel est l'environnement, est en fait centrale dans la démarche, et que finalement que l'on parle de technique ou de pas technique, c'est un paramètre d'un environnement, et que en tant qu'intervenant, en tant que formateur ou en tant qu'ingénieur de formation ou en tant qu'ingénieur pédagogique, quel que soit le terme que l'on emploie, ce qui fait le noyau du travail, c'est cette fonction d'analyse et de conception. Oui, oui, oui. De toute façon, le socle de l'ingénierie de ce type de dispositif, c'est de l'ingénierie de formation générale. Il y a pareil, il y a une phase d'analyse de la demande, analyse des besoins sur l'ingénierie de formation, élaboration d'un cahier des charges, réponse pédagogique au cahier des charges, et puis voilà. Le processus, alors je prends le processus peut-être, comme vous le disiez, un peu descendant, bon, certes, mais c'est pour... Sauf que là, on est dans des équations parfois politiques, hein, autour du numérique, politiques, socio-économiques, organisationnelles, pédagogiques et technico-pédagogiques, bien plus complexes. Où finalement, je dirais la part belle peut être donnée aux technologues ou aux technophiles sur les aspects techniques. Or, l'enjeu, c'est pas les aspects techniques, c'est même pas les aspects technico-pédagogiques, c'est les aspects liés à l'ingénierie du dispositif global, c'est-à-dire la manière dont on pense le dispositif. Ce que montre d'ailleurs bien ton exposé, tu pars d'une situation de départ où tu nous dis finalement la situation de départ, c'est un ensemble d'apprenants organisés autour d'un projet ou d'une résolution de problème. Je simplifie un petit peu, mais on se rend bien compte que cette situation de départ n'est pas non plus, je veux dire, le modèle pédagogique par excellence. Et du coup, ça nous mène à cette question-là. Je veux dire, hors une conception autour de ces principes de travail collectif, de ces principes d'apprentissage en commun, y a-t-il un usage intéressant, j'ai envie de dire, des technologies de ton point de vue? Hormis cette situation de départ. Hormis cette situation de départ, puisque tu es partie de cette situation-là. Par rapport à la présence? Par rapport à la présence, oui, tout à fait. Par rapport à la présence, moi je renverrai la question en disant que la présence en physique ou la présence à distance géographique, c'est les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Quand vous êtes dans un groupe en tant que formateur et que vous créez une très très forte distance de par vos comportements, le langage super élaboré que vous utilisez, inaccessible pour vos stagiaires, que vous créez, vous montrez bien votre statut et que vous créez une distance socio-affective énorme, et voilà, vous ne créez pas de présence. Donc les technologies en soi permettent quand même souvent de faciliter, malgré ce qu'on pense, les relations interpersonnelles. Mais en même temps, elles sont un frein parce que dans la communication, le langage du corps, c'est très important. Hein? L'autre jour, j'ai fait une réflexion pour répondre à un étudiant adulte. On parlait de la présence et il me dit, mais moi, mon fils, il a 21 ans. Quand il est au Canada faire ses études, bon, je me sens très très proche de lui quand il me téléphone ou qu'on se fait du Skype. Alors quand il passe une semaine à la maison, c'est insupportable. Ça va peut-être vous évoquer des choses, mais alors il y a peut-être d'autres déterminants, d'autres variables qui interviennent, mais je pense que les technologies peuvent, à certaines conditions, pouvoir permettre de créer une présence ou de la proximité, en fonction du contexte.